Bonjour à toutes et toutes, vidéo numéro 3 sur les vidéoclips performantiels. Et on a démarré avec des vidéoclips qui étaient beaucoup plus proches du pôle authenticité que du pôle artificialité, c'est-à-dire des clips qui se rapprochent de façon très intense des conditions réelles de l'exercice de la musique. Même s'il y a des petits hiatus, comme notamment l'utilisation du playback, comme on l'a vu. Alors, du coup, pour dialoguer avec les conditions réelles de l'exercice de la musique, on peut trouver d'autres situations, d'autres contextes et corps costumes situations qui permettent de mettre en scène les artistes musicaux dans des situations qu'on va définir comme étant relativement authentiques, c'est-à-dire très proches voilà, des conditions réelles de l'exercice de la musique. Une de ces stratégies, c'est de faire un clip qui à la fois est un clip performantiel avec des images live, mais le son studio du morceau, hein, toujours, euh, et qui incorpore à l'intérieur de ces images live du groupe en train de performer son morceau des images sur la vie du groupe en tournée. Ce qui présente l'avantage à la fois de permettre aux spectateurs du clip, aux audiovisionneurs du clip, de voir leurs artistes musicaux préférés en train d'interpréter le morceau, même si c'est du playback, et en même temps de leur proposer aussi dans le clip eh bien, du métrage inédit qui les place au contact de leurs idoles, ou en tout cas des artistes qu'ils admirent, dans des conditions réelles de la vie sur les routes quand on est un artiste musical, avec donc des vues documentaires sur la vie dans les coulisses, la vie dans les avions, la vie dans les limousines, etc. Tout ce qui compose en quelque sorte l'ordinaire d'une tournée de concert. Évidemment, la question qu'on peut se poser, c'est jusqu'à quel point ce métrage est authentique, dans la mesure où il peut être très bien mis en scène, mais ça c'est une question absolument générale qu'on peut poser devant tout métrage documentaire, hein. Il y a toujours une part de mise en scène, une part de sélection, une part de choix, et il est évident que dans ce cas de figure, ce sont plutôt des images valorisantes des artistes musicaux qui vont être présentées, en retrouvant ici finalement l'exigence de mettre l'artiste musical en scène d'une façon qui soit plutôt positive, en fonction des critères qui sont ceux associés au genre musical dans lequel évolue l'artiste. Donc par exemple ici les Guns N' Roses, le rock and roll, c'est leur premier album, Appetite for Destruction. Ils arrivent sur la scène musicale, hein, d'une certaine façon, et ils jouent un hard rock sans concession. Et ils veulent aussi se différencier un petit peu de peut-être de certains artistes qui jouaient un heavy metal très théâtral, très carnavalesque, et qui était très populaire sur MTV dans les années 1980. Et donc l'idée de présenter un clip performantiel avec des images documentaires sur la vie de la tournée, ça présente l'avantage de se rapprocher de quelque chose de plus authentique que ce qu'on avait dans ce qu'on appelait parfois le glam metal à cette époque-là. Et puis ça permet de créer aussi un lien très fort avec les fans, hein, avec les spectateurs du vidéoclip, un lien un peu intimiste aussi, avec l'idée que les artistes musicaux livrent une part d'eux-mêmes, même si c'est une part de leur quotidien, même si c'est une part choisie, même si c'est une part peut-être mise en scène. C'est sur ce pari de la proximité, vectrice d'authenticité, que se fonde le clip réalisé donc par Nigel Dick pour le morceau Paradise City. Un clip qui est aussi intéressant pour un autre aspect dont je vais vous parler à la fin, mais qui peut-être va vous interpeller un petit peu au moment où vous allez audio-visionner ce clip. Donc je vais vous en montrer les deux premières minutes.
Voilà, donc un clip qui permet à la fois de montrer les musiciens sur scène, même si c'est du playback, un clip qui permet d'insister sur leur charisme, avec des morceaux choisis de la vie de tournée, qui permet de faire entrer les spectateurs, soi-disant dans l'intimité de ces musiciens. Qui permet aussi d'attester de leur popularité, puisqu'on les montre, et notamment un panoramique là, au bout de 10 ou 15 secondes de clip est assez révélateur à ce niveau-là. On les montre en train de jouer devant des stades remplis, hein, avec des dizaines de milliers de personnes devant eux. Alors là, c'est un petit point justement ce qui a peut-être pu vous interpeller, parce que je vous ai dit que c'était la première tournée de Guns N' Roses consécutive à la sortie de leur premier album. Et certes, Appetite for Destruction a été un album vendu à des millions d'exemplaires, ça a été un succès absolument considérable, mais on peut quand même se poser la question, comment se fait-il que des musiciens qui sortent leur premier album se retrouvent déjà à jouer devant des stades remplis à ras-bord? Et la réponse est la suivante. Guns N' Roses, ici, ils sont filmés pendant la tournée d'Aerosmith, un autre groupe de hard rock, dont ils faisaient la première partie à cette époque. Donc le public que l'on voit dans le stade ici, alors assez rapidement, Guns N' Roses va devenir un groupe qui attire cette jauge-là, hein, qui attire des dizaines de milliers de personnes dans le stade. Mais le public que l'on voit tourner, enfin dans les images qui ont été tournées pour ce clip, c'est avant tout un public qui a payé son ticket pour voir Aerosmith et qui en première partie a pu voir donc les Guns N' Roses. Donc il y a une petite ici entourloupe tout à fait sympathique, hein, de bonne guerre, euh, qui finalement anticipe le succès que le groupe ne va pas tarder à connaître. Si on met ensemble tous ces éléments-là, hein, insister sur le charisme des musiciens à la fois sur scène et dans des scènes plus quotidiennes relativement mises en scène, insister sur leur popularité, présenter un métrage documentaire en plus d'un clip performantiel, on voit que ce type de clip gagne un petit peu sur tous les fronts, notamment en ce qui concerne le contrat promotionnel, celui de la mise en valeur des musiciens et du morceau musical. Il y a aussi une belle façon de capter l'énergie de la musique à travers le montage. Évidemment, ici, vous y avez sans doute été assez sensible. On peut aussi imaginer, toujours dans cette quête d'authenticité, de montrer des artistes musicaux dans des conditions relativement proches euh, des conditions réelles dans lesquelles ils vivent leur vie d'artistes et de performeurs. On peut aussi imaginer de les montrer dans des espaces encore plus, euh, euh, disons, inattendus, comme par exemple, alors je vous laisse voir le clip de Metallica, Nothing Else Matters, réalisé par Adam Dubin. Vous pouvez le voir sur YouTube facilement, comme tous les clips que je vous montre, dont je vous montre les références ici, hein, qui est un clip qui montre le groupe en train d'enregistrer le morceau musical en studio. C'est un clip qui montre les sessions d'enregistrement. Mais qui ne fait pas entendre le son authentique de ces sessions, qui fait entendre le son, disons, préparé, hein, du morceau déjà terminé. Là encore, il y a le fait de se rapprocher des conditions authentiques d'exercice de la musique, de rompre aussi avec une certaine théâtralité qui était très présente dans les clips de heavy metal dans les années 1980, et de montrer des artistes musicaux qui sont simplement en jean, t-shirt, très simple, même si très charismatique dans les plans qui ont été retenus pour le clip, bien sûr, et de donner aux fans et aux amateurs du groupe, en tout cas, à la fois une performance instrumentale au niveau visuel, et puis une plongée, ou en tout cas l'illusion d'une plongée intimiste dans le quotidien de ce groupe. C'est sans doute très mis en scène, puisqu'on voit que le groupe s'entend bien. Or, on sait que Metallica, composé de personnalités qui ne s'entendent pas très bien, puisqu'ils ont même fait un film documentaire dans les années 2000 sur leur mésentente. Mais
On peut également, comme Anthony Mandler, quand il met en scène le rappeur Drake dans le clip Over, montrer l'artiste musical dans un espace qui est finalement le plus fréquenté par les artistes musicaux lors de leur tournée, c'est une chambre d'hôtel. Hein. Il faut aussi voir que les vies des rockers ou des artistes musicaux lorsqu'ils partent en tournée, ce sont des drôles de vie, pas forcément toujours très enviables parce que c'est un quotidien très répétitif, hein, fait d'aéroports, de chambres d'hôtel. Alors évidemment, on peut le glamouriser et il est évident que c'est un style de vie qui fait rêver encore beaucoup de gens, bien entendu, mais parfois on peut en montrer aussi l'aspect justement répétitif et un peu terne d'une certaine façon. C'est ce qui est un petit peu ce que fait Anthony Mandler dans ce clip, sauf que du coup il fait de la chambre d'hôtel la nouvelle scène sur laquelle se produit Drake, notamment grâce à un système de rétroprojection qui montre sur les murs de la chambre ce que les paroles de la chanson évoquent. Et c'est une chanson dans laquelle l'artiste évoque justement, un petit peu comme Bruce Springsteen le faisait dans Dancing in the Dark, une forme de crise d'inspiration et l'idée que voilà, sa vie lui échappe, prise dans un tourbillon médiatique incessant. Et donc on rapproche aussi ici un artiste qui a quand même a créé beaucoup de polémiques par rapport à son artificialité, notamment son usage de l'autotune, qui a créé beaucoup de crispation chez les amateurs de rap. Hein. C'est clairement un artiste qui a en quelque sorte souffert d'être perçu comme inauthentique, hein, puisqu'il chantait plus qu'il rappait, il se servait de l'autotune, enfin bon. On le voit ici dans ce clip faire une preuve de sincérité vis-à-vis à la fois de ce que la chanson évoque et du contexte, décor, costume, situation dans lequel le réalisateur le filme, c'est-à-dire celui de la chambre d'hôtel, qui bien que stylisé dans le clip reste néanmoins euh, un, euh, un contexte qui rapproche de l'exercice normal de la musique dans la vie réelle. On peut imaginer aussi, comme l'a fait le groupe Meshuggah dans un clip réalisé par Onseki, qui est un réalisateur non crédité, qui est peut-être d'ailleurs le groupe lui-même, ou en tout cas l'agent ou le manager, quelqu'un qui était avec eux ce jour-là, tout simplement. On peut imaginer de trouver le groupe, par exemple, dans le van dans lequel il voyage. Et c'est le cas dans le clip de ce morceau New Millennium Cyanide Christ qui date de 1998 dans lequel le groupe Meshuggah qui joue une musique qui s'apparente à ce qu'on appelle le death metal, prend le contre-pied justement des clips de tournée qui glamourisent les artistes musicaux en les montrant dans des situations toujours très qui les montrent toujours très charismatiques et dans des situations très galvanisantes, très valorisantes comme l'a été le clip de Paradise City par exemple. Ici on va être vraiment à l'extrême inverse puisqu'on joue plutôt la carte de l'amateurisme, de la modestie aussi, comme le groupe joue un death metal très radical, ce ne sont pas non plus des superstars, et leur tournée, ce n'est pas en jet privé, mais c'est en camping-car, hein, sur les routes des pays du Nord dont ils sont originaires. Ce clip en fait montre la performance des artistes musicaux dans le camping-car, comme s'ils étaient en train de répéter leurs morceaux ensemble dans ce tout petit espace presque familial dans lequel ils voyagent entre deux dates de leur tournée. Et ce clip présente quand même une particularité très singulière qui en fait un clip à la fois performantiel et conceptuel, une particularité que vous allez très très vite découvrir sans aucune ambiguïté. Vous allez pouvoir la remarquer et c'est quelque chose qui est assez intéressant, notamment si on veut parler du clip comme d'une performance musicale fondée sur le playback. Donc voici d'abord les 2 premières minutes de New Millennium Cyanide Christ de Meshuggah.
Donc l'originalité fondamentale de ce clip, sa part conceptuelle, c'est de présenter évidemment des artistes musicaux qui, au lieu de jouer, de simuler le jeu instrumental, ici font ce qu'on appelle du air guitar ou de la air batterie, hein, c'est-à-dire qu'ils jouent sans instrument. Alors le paradoxe, c'est que en fait c'est un clip extrêmement précis, hein, par rapport à ce que les artistes musicaux sont en train d'exécuter comme geste. Et il est d'ailleurs peu de clips instrumentaux qui permettent de détailler de façon aussi précise le jeu de chaque instrument, c'est-à-dire voilà ici le jeu de la guitare rythmique, celui de la batterie, celui de la guitare mélodique ici, puis il y a son père à côté qui joue ce que joue la basse. Et certes, il faut essayer de se représenter mentalement un instrument dans les mains du musicien, mais en tout cas, dans le découpage du clip, il y a vraiment l'idée de montrer très précisément les gestes de la musique. Et ça, c'est quelque chose qu'on va souvent retrouver dans les clips performantiels, notamment dans tous ceux qui sont relatifs au rock et à ses dérivés, et particulièrement d'ailleurs dans la sphère du métal, puisque les morceaux qui y sont joués sont souvent des morceaux très techniques. Donc la performance instrumentale, elle a un vrai intérêt visuel. Et pour le coup, souvent les clips s'accordent pour la mettre en valeur avec un découpage et des gros plans sur les gestes des instrumentistes qui permettent aux spectateurs de suivre ces derniers de façon assez précise. Alors on passera évidemment sur le montage de ce clip qui a un côté amateur jusque dans les trous de la chaussette du batteur, et puis évidemment les raccords entre le jour et la nuit sont totalement folkloriques, hein, puisque on est parfois le jour, parfois la nuit. Probablement il y a eu plusieurs prises à une heure transitionnelle, et puis on a gardé les meilleurs plans, et sans du tout se poser la question de la chronologie en matière de climat. Vous voyez, là par exemple on est passé de la nuit au jour en deux plans, retour sur la nuit. On s'en fiche complètement parce qu'on a assumé totalement cet esprit punk, do it yourself, cet aspect amateur du clip qui évidemment a un côté en plus extrêmement ironique, hein, voire parodique. Là, c'est une façon de se moquer aussi et de prendre en tout cas le contre-pied de tous les clips qui présente des guitares héros dans le désert avec des plans d'hélicoptères qui tournent autour d'eux, avec des poses ultra charismatiques, dans des environnements avec des clips en super production. Bon là voilà un clip qui a coûté peut-être une dizaine d'euros, c'est le prix du stylo dont se sert le chanteur pour simuler un micro, hein. C'est vraiment le budget le plus réduit qu'on puisse imaginer pour un vidéoclip, qui a donc ce côté très film de famille, amateur, jusqu'au fait d'être tourné dans le contexte des costumes situation d'un camping-car. Donc c'est une façon d'exposer des conditions réelles de la vie de tournée sans chercher à les enjoliver, et puis de créer aussi une connivence avec le public à travers notamment ce jeu parodique avec les conventions du clip. Et c'est aussi une façon d'exposer le playback pour ce qu'il est, hein, c'est-à-dire un mensonge fondamental. Puisqu'on est de toute façon en playback, autant se passer d'instruments, c'est la même chose, semble nous dire ce clip, hein, c'est la même chose, mais là pour le coup, vous ne serez pas trompé, vous, spectateurs, puisqu'on expose très clairement l'artifice de base sur lequel reposent en fait tous les vidéoclips musicaux. Ce qui donne à ce vidéoclip là, même si je veux pas trop non plus surcharger son ou ses auteurs en intention créatrice extrêmement complexe, c'est peut-être avant tout un gag, mais ça donne aussi à ce vidéoclip une portée un peu autocritique sur le médium lui-même, hein, en exposant le playback pour ce qu'il est, c'est-à-dire un artifice, une illusion. Il nous permet aussi de réfléchir en retour sur ce qui constitue la matière créative de la plupart des vidéoclips. Évidemment, il y a aussi des clips dans lesquels les artistes musicaux donc, sont sur scène et où en même temps se crée l'exigence d'une certaine stylisation. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de montrer l'artiste musical sur scène, il s'agit également de créer par la mise en scène
des choses qui seraient, qui vont aller au-delà du spectacle scénique réaliste de la musique et qui vont explorer aussi quelque part, enfin mobiliser en tout cas les puissances expressives de la mise en scène et du montage. Alors il y a un réalisateur par exemple qui, pour rester un petit peu dans la vague du métal, je vois que j'ai bien sûr utilisé pas mal de morceaux dans cette première partie de cours sur les clips performantiels qui renvoient plutôt au hard rock, au métal sous ses diverses formes. Et il y aura une plus grande diversification hein, des styles musicaux dans la suite de ce cours. Mais en tout cas, le réalisateur Wayne Isham, dans les années 1980, il a été vraiment l'accompagnateur de cette grande vague des clips hard rock et heavy metal qui a déferlé sur MTV. C'est presque difficile à croire aujourd'hui parce que les univers médiatiques du clip d'un côté et en tout cas du clip mainstream et du heavy metal et du hard rock se sont complètement séparés. Mais dans les années 80, le grand genre musical sur MTV, c'était le hard rock et le heavy metal. Et ça n'est pas allé d'ailleurs sans toute une série d'interrogations dans l'espace culturel états-unien à ce moment-là. Des choses que je vous raconterai plus en détail si je peux, avant la fin du semestre, faire un petit cours sur l'histoire de MTV. En tout cas, le réalisateur Wayne Isham était un réalisateur très recherché parce qu'il travaillait beaucoup avec les artistes, il les accompagnait pendant leur tournée. Il était d'ailleurs souvent décrit par les artistes eux-mêmes comme un membre du groupe à part entière. Il filmait beaucoup de moments aussi de coulisses, comme on l'a vu lors du clip avec le clip de Guns N' Roses, même si ce n'est pas lui hein, sur ce clip-là, mais il l'a fait pour d'autres artistes, comme par exemple Def Leppard ou Motley Crue. Il avait un talent particulier pour monter des clips très galvanisants qui épousent de façon idéale l'énergie de la musique. Hein. On a vu que c'était une des choses que le vidéoclip performantiel promettait de faire. Il avait ce talent pour monter des clips très galvanisants, très énergiques, à partir d'images captées en live sur les tournées des groupes. Donc je vais vous en montrer peut-être deux exemples rapidement, comme ça on voit deux variétés, deux façons de faire différentes à ce niveau-là. Le premier exemple c'est pour Motley Crue et le morceau Kickstart My Heart en 1989 et le deuxième exemple que je vous montrerai juste après ce sera pour le morceau Painkiller de Judas Priest en 1990 et donc c'est un petit peu le sommet du clip performantiel basé sur le contexte scénique, un contexte relativement authentique hein, de la scène musicale, de la situation de concert, mais creusé, amplifié, transformé par l'utilisation de moyens spécifiquement audiovisuels propres au clip. Donc on est dans finalement un type de spectacle qui se base sur l'imagerie du live, mais qui va aussi vers autre chose. Voici donc ces deux clips. On commence par Kickstart My Heart de Motley Crue.
Donc, vous voyez ici le principe, hein. C'est de montrer le groupe sur scène, bien sûr, avec donc une situation réelle de concert. C'est la version studio du morceau que l'on entend, et simplement, bah, les images du live sont perpétuellement entrecoupées avec un montage très dynamique, hein, d'images de courses de voitures, d'accidents, de hors-bord et de chutes libres. Bref, que des activités très extrêmes, que des activités qui entretiennent un rapport particulièrement violent avec le corps, que des activités qui connotent l'extrême rapidité pour un morceau qui se veut aussi un morceau très rapide sur le plan rythmique, évidemment. Ça préfigure presque le film Point Break Extreme Limit de Catherine Bigelow de 1992, que vous connaissez peut-être, mais dans lequel on retrouve un peu toutes ces activités. Mais en tout cas, alors, est-ce que c'est subtil? La réponse est non, c'est absolument pas subtil, c'est un peu comme la musique de Motley Crue, c'est très efficace et très bas du front en même temps. Voilà, mais on peut quand même y prendre pas mal de plaisir. En tout cas, ça marche très très bien. L'alliage musico-visuel amplifie ici de façon assez importante l'énergie du morceau musical et avait donc une vraie valeur ajoutée finalement, hein, par rapport au seul spectacle de scène, ce que finalement le clip peut réaliser, même si évidemment il ne peut pas remplacer non plus totalement l'expérience live d'un concert. Et puis au début, vous l'avez vu, on a vu aussi le groupe qui se présentait sous la forme d'un petit métrage documentaire à son arrivée devant la salle de spectacle. C'est une façon aussi de montrer un groupe fidèle à ses racines, fidèle à ses origines, puisque là ils en sont à la tournée de leur troisième album, mais ils ont émergé, les Motley Crue, dans le contexte de Los Angeles des années 80, avec toute une scène heavy metal et glam metal qui se met en place, notamment dans un club qui s'appelle le Whiskey a Go-Go. Et c'est justement au Whiskey a Go-Go, on a vu l'enseigne, qu'ils viennent rejouer. Donc c'est la scène de leur début, d'une certaine façon, hein. Il y a le côté retour aux sources qui donne également à ces artistes une figure, enfin une forme d'authenticité, le fait d'être fidèle aux scènes qui les ont vues émerger, même si ces scènes sont devenues maintenant un petit peu trop petites pour eux, étant donné leur succès. On retrouve le travail de Wayne Isham, par exemple, dans Painkiller de Judas Priest, où là, c'est plus le travail sur le montage, sur le rythme du montage et sur les lumières, notamment, qui est particulièrement intéressant. Et on va regarder ce clip, on va en regarder quand même la moitié à peu près, jusqu'à 3 minutes 30, parce qu'il y a aussi quelque chose de relativement intéressant qui se passe, c'est-à-dire qu'il y a une vraie évolution en fait dans ce clip. Vous allez voir au début, on part sur un rythme très épileptique en termes de montage, ce qui correspond aussi beaucoup à l'énergie du morceau musical qui est un morceau très très rapide, Painkiller. Et puis il y a un moment où cette espèce de frénésie permanente au niveau visuel va un petit peu se calmer et va un petit peu se recentrer, notamment pour mieux montrer la performance instrumentale. Et on va retrouver ici cette dimension-là qui est souvent présente dans la culture métal. Je précise quand même que dans Kickstart My Heart de Motley Crue, ce qu'on voit effectivement, c'est l'énergie que le groupe diffuse sur scène, mais par contre, on voit que là Wayne Isham a très très peu détaillé le jeu instrumental. Si vous voulez refaire le riff de guitare du morceau juste en vous servant du clip, c'est impossible. Alors que si vous voulez jouer le solo de guitare qui arrive au milieu de Painkiller et que vous avez besoin d'un support visuel pour ça, vous pouvez presque utiliser ce vidéoclip, au moins certaines de ses parties, pour détailler exactement ce que fait le guitariste avec ses mains. Donc il y a cette attention sur le geste instrumental lui-même, que le vidéoclip peut se permettre mieux que le spectacle de concert parce qu'il utilise notamment les plans rapprochés, un moyen spécifiquement audiovisuel. Et cette attention-là va venir à un moment donné, va devenir plus prioritaire par rapport à je dirais, la préoccupation principale au début du clip, qui est avant tout de retranscrire le rythme
super frénétique du morceau musical. Voilà, donc vous avez senti hein, au bout d'un moment que, notamment là dans cette dernière minute, hein, que le rythme du montage commençait à faiblir un petit peu, les plans commençaient à devenir plus longs et surtout plus concentrés hein, sur la performance des guitares, parce que c'est le moment du solo du morceau et on retrouve donc dans ce clip finalement quelque chose d'assez culturel lié au genre musical. Ici le heavy metal et notamment qui est donc un genre musical qui se base beaucoup sur la rapidité de l'exécution instrumentale et sur la technicité de l'exécution instrumentale et le vidéoclip reflète aussi les valeurs culturelles de cette musique en permettant à ses spectateurs mieux que dans un concert de pouvoir détailler à loisir visuellement la gestuelle instrumentale des interprètes. Un dernier clip avant de clore cette vidéo-là pour montrer des exemples de stylisation à partir de la situation du groupe sur scène.
Et vous pourrez voir chez vous ce que je vous surligne ici, par exemple. Vous y verrez d'autres types de stylisation. Mais celle-ci est particulièrement belle parce que bah, finalement, un groupe qui est sur scène, c'est aussi un groupe qui performe devant un public. Et ce public peut aussi être finalement dans un clip une part de la performance. Il peut assurer une part de la performance, une part de l'aspect performantiel du clip. Et ça peut être aussi le clip performantiel qui se base sur le contexte scénique réel de la musique. Un clip qui nous dit des choses sur ce concept scénique, sur ce spectacle scénique en tant que situation culturelle. Un clip qui, par exemple, va montrer en isolant une partie de ce spectacle, notamment euh, la fameuse partie où l'artiste musical, tous ne le font pas, mais se jette dans les bras du public et est porté à bout de bras par le public, hein, fait ce qu'on appelle du stage diving. Eh bien, ce moment-là peut être par exemple isolé à l'intérieur d'un clip et répercuté sur l'ensemble du morceau. Et ça nous dit quelque chose aussi sur ce qu'est un spectacle musical de façon générale, et ça nous dit quelque chose sur le lien qui peut rattacher un artiste musical, ici le chanteur de REM, son nom m'échappe, Michael Stipe, et le public qui est venu communier d'une certaine façon. Le mot n'est peut-être pas trop fort quand vous allez voir l'imagerie de ce clip, communier en concert, et c'est sur le morceau Drive de 1992. Je vous en montre juste le début. Smack, smack, crack, push, whack. Tie another one to the racks, baby. Hey, hey, kid, rock and roll. Nobody tells you where to go, baby. What if I ride? What if you walk? What if you rock around the clock? Tick, tock, tick, tick, tock. What if you did? What if you walk? What if you try to get on, baby? Hey, hey, kids, where are you? Nobody tells you what to do, baby. Donc voilà comment ce clip hein, réinterprète hein, la situation authentique du spectacle scénique de la musique en isolant une partie très spécifique et en créant cette espèce d'imagerie christique du chanteur qui est ballotté et soutenu en même temps par le public, par ses fans, créant ici l'idée finalement que la performance, elle est co-créée hein, à la fois par les artistes musicaux sur scène et par le public dans la salle. Voici donc une bonne façon de terminer cette vidéo numéro 3. J'aurais peut-être dû, avec les 3 derniers clips, faire un petit avertissement si jamais certains ou certaines parmi vous souffrent d'épilepsie. J'espère que vous n'avez pas regardé ces clips dans le noir, parce que les 3 là, ils seraient un petit peu dangereux pour vous. Mais bon, voilà, j'espère que tout le monde va bien à la suite de cette petite vidéo, et je vous retrouve très bientôt pour la suivante.